Bienvenue à toutes et à tous dans Afrique en 26 minutes de ce jour. Le tour de l'actualité africaine, c'est ici et maintenant sur l'Africaine des télé. Merci d'être des nôtres. Au menu de cette émission, 3 sujets, à savoir la démission du Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, la détention arbitraire du photojournaliste Alagi Manka en Gambie, et puis nous parlerons enfin de la déclaration de guerre de Aboubakar Shekau, chef contesté de Boko Haram au nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Avec moi sur ce plateau, mes deux invités, Oumar Ondjou, bonjour. Bonjour, Carole. Stanislas Chedrak Langenfin, bonjour. Bonjour, Carole. Merci à tous les deux d'être là. Première destination de cette émission, la République démocratique du Congo, où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo annonçait hier sa démission. C'est une décision qui devrait ouvrir la voie à la nomination d'un nouveau Premier ministre dans le rang des forces de l'opposition, et ceci conformément donc à l'accord politique issu des travaux du dialogue national. Alors Stanislas Langenfin, l'accord issu du dialogue dit national a été conclu le 17 octobre dernier entre la majorité au pouvoir et une frange minoritaire de l'opposition menée par Vital Kamerhe. Et du coup, parmi les personnes présentées pour ce poste de Premier ministre qui devra aller jusqu'à avril 2018, son nom revient très souvent. Oui, c'est un peu comme son, je dirais pas héritage, mais le poste lui revient de go, parce que c'est lui qui a pu forcer cette partie de l'opposition à participer au dialogue politique, un dialogue politique qu'on qualifie de national, un dialogue politique qualifié aussi de monologue, selon, pas que qualifie plutôt de monologue l'autre partie de l'opposition, donc l'opposition majoritaire menée par Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Aujourd'hui, si Vital Kamerhe se réclame d'être le leader de l'opposition, c'est parce qu'il a pu participer à ce dialogue-là, et il estime que c'est lui qui a travaillé et que véritablement le poste devrait revenir à lui, parce que d'ailleurs, dans l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo, c'est dit clairement que c'est l'opposition, la frange d'opposition qui a participé au dialogue, qui doit désigner un Premier ministre issu de ses rangs. En même temps, on a entendu Vital Kamerhe affirmer devant les caméras que la personnalité ou l'identité du Premier ministre qui sera désigné par le président Joseph Kabila n'était pas du tout important. Oui, il le dit, c'est de la diplomatie, voyez-vous, c'est de la diplomatie. Il ne peut pas dire d'office que c'est lui, parce qu'il va créer encore une guerre de leadership au sein de cette frange-là de l'opposition, qui déjà ne s'entend pas réellement. Mais si aujourd'hui, vous savez, après, il a aussi fait d'autres déclarations quand même pour faire croire que la désignation là devrait être le plus vite possible, pour pouvoir quand même permettre à la aide des Congo de continuer véritablement à l'application de l'accord d'octobre passé. Et je crois que ce qu'il est en train de faire en réalité, c'est pour ne pas laisser en réalité le vide, pour que l'opposition majoritaire puisse trouver quand même une place. Parce que je l'ai dit ce matin quelque part, que en réalité, si aujourd'hui Vital Kamerhe laisse la place à l'opposition majoritaire, c'est sûr que l'opposition majoritaire va le ravir la vedette par rapport à la désignation de ceux qui seraient encore véritablement contre l'accord, parce que l'accord a précisé que le Premier ministre doit être issu de ses rangs à lui qui étant véritablement le patron de cette frange de l'opposition qui a pris part aux travaux de ce dialogue national. Eh bien, Vital Kamerhe, faut-il le rappeler, a été le directeur de campagne de Joseph Kabila lors des élections de 2006, avant d'être désavoué par le président en 2009. Il se présentera ensuite à la présidentielle du 28 novembre 2011, où il engrangera 7,74% des suffrages. Eh bien, Vital Kamerhe, Oumar Ondjou, au regard de son passé, de sa proximité avec le chef de l'État, ne convainc pas les Congolais dans sa posture, quoique modérée, d'opposant.
Voilà, vous avez tout dit, hein. Vital Kamerhe, c'est un semblant d'opposant, on va dire. Il est très proche, voilà, il est très proche du président Kabila. Vous avez vu tout au long du dialogue national, c'était lui qui représentait donc cette opposition, on va dire modérée, qui a participé donc au dialogue national. Oui, Augustin Matata Ponyo démissionne, c'est dans la droite ligne des choses. C'est ce à quoi on s'attendait après donc ce dialogue national que d'aucuns ont qualifié de monologue. Voilà. Donc, il démissionne, il a dit c'est pour correspondre donc à l'esprit et à la lettre donc de l'accord signé en octobre dernier à l'issue donc du dialogue national à laquelle a participé donc cette opposition. Mais la vraie question aujourd'hui c'est quid de l'opposition radicale? Qu'adviendra-t-il pardon de l'opposition radicale? Que doit-on retenir de cette opposition-là? Voilà le problème. Tout ce que défend cette opposition-là, toutes les requêtes de cette opposition-là, ce que veut cette opposition-là pour qu'elle vienne finalement à la table de négociation. Qu'est-ce que le président Kabila en fait? Qu'est-ce que le président Kabila décide par rapport à la grande partie de l'opposition? Parce que l'opposition modérée en RDC aujourd'hui, c'est une préoccupation, une préoccupation qui occupe effectivement les esprits. Un autre nom revient dans les rumeurs pour la succession de Augustin Matata Ponyo. Il s'agit de l'ancien vice-président de la République, Azarias Rouberois, qui est lui aussi annoncé pour ce poste de transition. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est aussi une personnalité congolaise qui a fait ses preuves en RD Congo. C'est quelqu'un qui a pu déjà gérer les affaires. Il a quelques expériences au moins par rapport à Vital Kamerhe. C'est vrai, lui aussi, Kamerhe aussi, qui a une expérience. Mais quand vous prenez les deux personnalités, je ne voudrais pas en réalité dire que c'est Kamerhe ou c'est Azarias qui devrait être le Premier ministre. De toute façon, c'est une ouverture qu'on est en train de faire aussi. Si Vital Kamerhe arrive à concéder ce poste-là à Azarias, je crois que ce serait peut-être encore que la nomination doit provenir du chef de l'État. Oui, mais non, Kabila doit valider, mais Kabila ne pourra que prendre celui que l'opposition lui propose, puisqu'on a dit que c'est l'opposition qui propose quelqu'un qui sera nommé par le chef de l'État. Alors si Kamerhe, comme je le disais tout à l'heure, Kamerhe arrive à concéder le poste à Azarias, ce sera peut-être nous montrer combien de fois c'est pas lui-même en réalité qui voulait des profits en allant participer à ce dialogue controversé. Et donc ça nous laisserait croire qu'il aurait participé à ce dialogue-là dans un esprit noble. Non pas pour ses profits, enfin ses avantages personnels, mais plutôt pour le peuple. D'accord. Ouma Adéondjou, quelles sont selon vous les chances de Azarias Rouberois de se voir désigné? Écoutez, les chances d'Azarias Rouberois, je ne sais pas, mais par rapport à comment on appelle, par rapport à ce que dit Stanislas Tanganfin, je m'inscris dans les propos de Stanislas également. C'est vrai, aujourd'hui, si on ne désigne pas Vital Kamerhe, ça lui donne un peu plus de crédit devant les Congolais. C'est la preuve qu'il a participé donc à ce dialogue-là, pas dans l'esprit de ses propres intérêts, mais beaucoup plus parce qu'il avait en tête comment on appelle, le bien-être de la population, parce qu'il voulait amener donc ce pays à dépasser donc cette crise-là qui divise donc le pays. Azarias Rouberois, c'est un personnage qui est plutôt en retrait depuis un moment, il n'est pas au devant de la scène. Peut-être s'il est nommé, il pourra faire revenir l'autre partie de l'opposition, la majeure partie de l'opposition qui refuse aujourd'hui de s'asseoir à la table de négociation avec Kabila. Voilà, Azarias Rouberois, c'est le profil qui, selon moi, pourrait être indiqué, mais Vital Kamerhe, moi je dis, c'est la preuve. Si Vital Kamerhe est nommé, ça sera la preuve qu'il se battait pour lui-même. Rappelons, chers téléspectateurs, qu'il ne s'agit là que de pronostics, il s'agit là que d'éventualités, des éventualités qui devront donc être confirmées tout à l'heure, puisque le président Joseph Kabila doit s'adresser dans cette matinée-là, normalement, à partir dans quelques minutes, ça aurait démarré, à la nation congolaise. Donc, le président doit s'adresser à la nation congolaise, et ceci devant le Congrès. L'adresse du chef de l'État portera sur l'état de la nation. Eh bien, on passe au deuxième sujet de cette émission qui nous amène en Gambie. La Gambie où le sacro-saint principe de la liberté de la presse se retrouve encore une fois foulé aux pieds avec la détention arbitraire du photojournaliste Alagi Manka. Il a été arrêté depuis jeudi et est détenu par les services secrets gambiens. De grosses interrogations planent toujours sur son sort. Le journaliste est accusé d'avoir volé des
images de partisans du président gambien, c'est-à-dire d'avoir travaillé sans accréditation officielle et d'avoir pris des photos avec son téléphone. C'était au cours d'une manifestation marquant le dépôt officiel de candidature de Yaya Jammeh pour la prochaine présidentielle. Alors, Oumar Adéandjou, comment doit-on appréhender cette situation? Écoutez, la seule appréhension qu'on peut avoir, c'est tout de suite dire que Yaya Jammeh est droit dans ses bottes. Yaya Jammeh, le maître de Banjul, ne compte pas il va pas se laisser faire. Il est prêt à diriger la Gambie pour longtemps encore. C'est pas un petit journaliste qui viendra le gêner dans ses ambitions. Voilà, vous avez parlé de sacro-saint principe de la liberté de la liberté de la presse. Cela n'est pas sacré pour monsieur Jammeh, pour le dictateur fier de l'être Jammeh. Non, pour lui, ça n'a rien de sacré. Un journaliste chez lui doit passer d'abord il doit avoir lui son autorisation avant de pouvoir faire son travail. Voilà, Yaya Jammeh est droit dans ses bottes. C'est un dictateur, il a toujours dit, il est fier même de l'être. Voilà, il ne veut pas... Oui, mais voilà ce qu'il en est de Yaya Jammeh, mais le caractère conjectural ou fallacieux de l'accusation, il est accusé d'avoir simplement filmé des partisans du président Yaya Jammeh. Est-ce que ce n'est pas aberrant? Nous sommes quand même en 2016. Nous sommes en 2016 où le principe de la liberté de la presse devrait être la chose la plus partagée. C'est une aberration qui ne dit pas son nom. Regardez bien, pour eux, vous avez tout dit, c'est fallacieux comme prétexte. On prend quelqu'un parce que tout simplement, il n'a pas les appareils, on va dire les conventionnels pour faire des photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il n'a pas des appareils conventionnels pour faire des photos. Mais quand c'est le cas, est-ce qu'il n'est pas recommandé de demander à la personne d'arrêter de filmer? Mais de à l'embarquer et le mettre en prison jusqu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très grave. C'est ce que je dis, Yaya Jammeh est droit dans ses bottes. Il veut diriger ce pays d'une main de fer. Aucune liberté n'est possible en Gambie. C'est le signal qu'il envoie encore à la communauté internationale. Ne venez pas ici filmer n'importe comment. M. Stanislas Zanganfin n'allait pas à Banjul dans l'espoir de filmer Jammeh et revenir sans souci. Et donc, vous supposez que c'est peut-être un message, il s'agit peut-être... Oui, mais c'est un message. Les élections sont proches. C'est le 1er décembre, je crois, les élections en Gambie. Voilà, donc il dit à tout le monde, écoutez, je ne me laisserai pas faire. Si vous venez chez moi dans l'espoir de m'éjecter de mon siège, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, je suis prêt. En tout cas, il annonce les couleurs, il n'a peur de personne. Yaya Jammeh, il a toujours dit, et voilà, il met ce journaliste en prison pour un prétexte qui est fallacieux. Vous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez grave. C'est une violation de la liberté de la presse. Maintenant, quelle sera la réaction maintenant de l'opposition gambienne? On ne sait pas. Quelle sera la réaction également de la communauté internationale? On ne sait pas. Et donc, d'après ce qu'on comprend avec vous, c'est que cette arrestation-là, elle a certainement pour objectif de mater les velléités, de prévenir la presse, de prévenir les organisations de défense. C'est justement cela. Yaya Jammeh est coutumier du fait. Il a toujours été décrié sur ce plan-là par les organisations de défense des droits humains. On a toujours accusé de violation de la liberté, de violation de la liberté d'expression, de torture. Voilà, il est toujours dans Eh bien, nous allons poursuivre cette émission. Le régime de Yaya Jammeh est accusé, vous l'avez dit, de nombreuses entraves à la liberté de la presse et est régulièrement dénoncé par les organisations telles que Amnesty International ou encore Human Rights Watch. Eh bien, cet énième cas qui se produit à quelques jours de la présidentielle, est-ce que selon vous, Stanislas Zanganfin, est-ce que cela ne pourrait pas desservir le candidat à sa prochaine réélection? Pas du tout. Je ne pense pas que cela puisse le desservir parce que ça a toujours été le cas dans le pays et ça n'émeut personne. Je crois que les gens sont restés quand même, les gens sont restés véritablement insensibles pratiquement à ces violations flagrantes des droits de l'homme et de la liberté de presse en Gambie. Ce n'est pas dans un pays dictatorial qu'il faut quand même parler de ce que ces actes-là vont quand même impacter de façon négative sur une élection d'un dictateur qui a une certaine fierté de le dire et de circuler librement. Je crois que ce qui les déboire plutôt de notre confrère Alagui Manka ne relève pas simplement de son acte du jeudi passé. C'est certainement qu'on a d'autres choses, d'autres griefs contre soit sa personne, soit son organe ou en général contre les journalistes que nous sommes. Il faudrait dénoncer avec la dernière rigueur les actes de Yaya Jammeh. Il y a peut-être des motifs qui sont cachés, qui sont connus au public, mais il y a, tel que l'a souligné Oumar Adéandjou, il y a également la possibilité qu'ils ne servent
que de bouc émissaire. C'est justement ce que je dis. Ce n'est qu'un bouc émissaire parce que, écoutez, quelqu'un qui vient, même si ce n'était pas un journaliste, quelqu'un qui vient dans une foule et prend des images, il n'a pas à demander une autorisation. Le droit à l'image ne dit pas qu'il faut prendre l'autorisation de quelqu'un avant de prendre une image, enfin l'image de quelqu'un dans une place publique, dans une manifestation publique. C'est libre à vous de prendre les images. Encore que c'est un journaliste dans l'exercice de sa profession qui l'utilise accréditation officielle. Oui, écoutez, on est dans une... Est-ce que c'est dans un cadre véritablement privé? Non. C'est une manifestation publique. C'est ouvert à tout le monde. N'importe qui de chez lui peut prendre une photo. On n'a pas pris... On a dit... Et c'est d'autant plus ridicule qu'on l'accuse d'avoir pris des images de partisans. Voilà, ce n'est même pas du chef de l'État. Est-ce que les partisans du chef de l'État ont des motifs de garder... Ils n'ont pas de privilèges. De garder leur anonymat ou... Non, mais c'est aberrant, c'est aberrant, c'est incroyable. Yaya Jammeh, je vous l'ai dit, c'est un signal qu'il envoie à la communauté internationale. Vous ne m'éjecterez pas de mon siège, je suis là pour longtemps encore. Je veux diriger la Gambie, c'est moi le maître de Banjul. Personne ne me fera partie donc de la Gambie. Voilà, c'est le signal qu'il envoie. Les petits journalistes, enfin, c'est dans son esprit, les journalistes qui viendront en tout cas chez lui, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils vont venir filmer, faire des critiques et repartir comme ça. Non, c'est ça qu'il dit en ce moment. Parce que les élections sont proches, les campagnes vont commencer, les journalistes du monde entier voudront aller à Banjul pour aller filmer. C'est le signal qu'il envoie. Ça ne se passera pas comme vous croyez. Chez moi, c'est pas comme partout dans le monde. Chez moi, c'est la dictature. Chez moi, c'est la dictature. On est fiers d'être dictateur. C'est ce qu'il dit. Il emprisonne ce jeune journaliste. Pour quelle raison maintenant? Parce que tout simplement, il a filmé des partisans du président de la République. C'est aberrant, c'est incroyable. C'est tout simplement... un téléphone, voilà, je ne voudrais pas, en fait, qu'on insiste un peu trop sur le fait qu'il n'ait pas d'accréditation. L'accréditation, c'est vrai. Mais c'est une manifestation publique. Mais que vous le vouliez ou pas, c'est une charge qui est aujourd'hui retenue contre lui et qui a abouti à sa détention. On parlerait d'accréditation pour autre chose. Mais là, nous sommes dans un cas bien précis. C'est un parti politique qui fait une manifestation. Voilà, et c'est un journaliste, il doit pouvoir relayer les faits. On ne parlera pas d'accréditation. C'est un prétexte fallacieux. Ça n'a pas de sens. Je partage totalement votre indignation, mais c'est un fait. Ce qui est sûr, c'est que le journaliste Alagi Monka, il est détenu en Gambie depuis jeudi. La famille n'a toujours pas de nouvelles. Le syndicat des journalistes gambiens également n'a pas de nouvelles, mais dit avoir de l'espoir. Eh bien, en 22 ans à la tête du pays, Yaya Jammeh aura donc réussi à maintenir le 4e pouvoir sous son joug de terreur, plutôt. Il détient d'ailleurs le pouvoir de décider seul de la fermeture d'un organe de presse. Et voilà ce qui se passe en Gambie. Alors voilà, messieurs, nous allons terminer cette émission par cette fameuse réaction du leader contesté de Boko Haram, Abubakar Shekau, suite à la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Eh bien, le chef terroriste a en effet tenu à signaler au monde entier que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis ne changera en rien son combat quotidien, le combat quotidien de Boko Haram pour la cause djihadiste. C'était le dimanche dernier à travers un message audio posté sur YouTube. Qu'importe le visage, le combat se poursuit. Pour nous, la guerre ne fait que commencer. Ainsi se résume l'intervention de Abubakar Shekau. Vous, Stanislas Langonfin, quelle analyse en faites-vous? Non, je crois qu'il est allé un peu trop vite sans besogne parce qu'il j'ai l'impression qu'il ne connaît pas encore le nouvel élu américain, Donald Trump, qui a insisté beaucoup plus sur... c'est un monsieur qui il fait marrer en réalité par rapport... Écoutez, si vous avez suivi la campagne véritablement du début jusqu'à la fin de Donald Trump, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui ne pardonne pas du tout et qui va beaucoup réagir. C'est un personnage excessif et impulsif. Ce n'est certainement pas le personnage à provoquer à travers un message. Si jamais Abubakar Shekau continue à énerver davantage Donald Trump, je crois qu'il en aura pour son compte. Je suis certain de ce que je dis parce que c'est un monsieur qui, c'est vrai, il a tenu des propos controversés. Juste après sa réélection, il est revenu au calme. Il a pu tenir des discours, des discours apaisants et autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il suffit qu'on puisse écouter ces discours pour dire, bon, écoutez, le monsieur s'est calmé, il faut maintenant, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Il faut le laisser faire sa politique interne aux États-Unis. Mais si
avec de telles provocations, je suis sûr qu'il va porter. Et puis, pour rappel, si Aboubakar Shekau n'avait pas cette information, ce que je doute vraiment, il faudrait qu'il sache que Donald Trump a, dans une de ses boutades lors de la campagne, disait que c'est Barack Obama qui a créé l'État islamique. Et si c'était déjà dans la vision d'aller contre tout ça. Absolument, et s'il a déjà ça là dans la tête et qu'aujourd'hui, vous l'amenez à se rappeler de tout ça, je crois qu'il attire davantage la foudre contre lui. Je crois que la guerre contre Boko Haram sera véritablement maintenant. Vous l'avez dit, la question du terrorisme n'a pas été occultée durant la campagne électorale aux États-Unis. Et Donald Trump a d'ailleurs promis être intraitable sur la question et ne pas négocier avec les terroristes et les éliminer en employant des termes que nous n'allons pas répéter sur ce plateau. Eh bien, Ouma Adéandjo, comment imaginez-vous la réaction de Donald Trump suite à cette intervention ou à cette réaction de Aboubakar Shekau? Bon, Donald Trump, c'est un personnage imprévisible également. On sait ce qu'il a tenu comme propos lors de ses campagnes. On sait ce qu'il tient aujourd'hui comme propos après son élection. Je ne saurais dire comment est-ce qu'il réagira, mais je suis sûr qu'il réagira. Mais si on s'en tient au personnage qu'il nous a présenté tout au long de sa campagne, Donald Trump, je pense qu'il n'hésitera pas à déclarer la guerre également contre Boko Haram. Mais au-delà de tout ceci, ce qu'il faut retenir de ce message de Aboubakar Shekau, c'est quoi? Aboubakar Shekau aujourd'hui, il est dans une posture où il y a une dissidence même au sein de la secte islamiste Boko Haram. Il y a une partie qui est complètement alliée maintenant à l'État islamique, qui ne fait plus partie de Boko Haram. Et vous faites bien d'aborder cet aspect parce qu'on peut interpréter cette réaction, cette sortie d'Aboubakar Shekau comme un moyen pour réaffirmer sa position de leader, une position qui lui est justement disputée par Abou Mossad al-Barnaoui, qui a été officiellement désigné par Daesh. Voilà, vous avez tout dit. Moi, je pense qu'il est dans cette logique-là également, montrer au monde que, écoutez, voilà, le lion est blessé, mais il reste toujours féroce. Shekau est peut-être blessé, Shekau peut-être amputé d'une partie de Boko Haram, mais Shekau reste quand même le chef incontesté de Boko Haram. Je suis là, dites au président américain qui vient d'être élu, je suis là, je ne changerai pas ma stratégie. Mais ce qu'il oublie, c'est que le personnage Trump, c'est pas Barack Obama. Barack Obama qui réfléchit pas deux fois avant d'intervenir quelque part. Peut-être que Donald Trump ne réfléchira pas deux fois avant de bombarder la forêt de Sambisa où est caché le camarade, oui, le camarade Shekau. Encore que la présidence, ce n'est pas que Donald Trump. Donald Trump travaillera avec... mais il n'y a que des gens conservateurs. Il y a que des conservateurs qui prennent l'administration. Le Congrès omet aujourd'hui des républicains, la Chambre des représentants omet des républicains, le Sénat omet des républicains. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les hommes de Donald Trump qui sont là. Pour attaquer la forêt de Sambisa, il va larguer seulement pendant les bombardements quelques tracts pour dire aux populations civiles qui sont là, écoutez, sortez, parce qu'il y a Shekau qui est là, je veux bombarder. Lui, il ne fera pas certainement comme Barack Obama. Voilà. Peut-être c'est ce à quoi on va assister, je ne sais pas, mais une chose est sûre, Shekau fait tout ceci tout simplement pour réapparaître, pour affirmer au monde, pour dire à tout le monde, voilà, je suis là, je suis peut-être diminué, mais Shekau est là, je vais continuer à frapper le monde, je vais continuer à déclarer la guerre à tout ce qui n'est pas islamiste, voilà. C'est un peu ça. Oui. Mais je crois retenir finalement, c'est que décidément, tout le monde réagit à l'élection de Donald Trump, personne ne s'y attendait. L'élection surprise de Donald Trump ne laissera donc personne indifférent. Oui, mais je crois que la notoriété de Shekau n'est pas mesurée à celle de Ben Laden. Ben Laden qui a été vaincu malgré tout ce qui s'est passé par Barack Obama. Et si Donald Trump décide aujourd'hui de mener la guerre véritablement contre Aboubakar Shekau, je crois qu'il n'a aucune chance de pouvoir continuer dans ce qu'il fait. Il a encore quand même, il doit plutôt orienter sa politique sa guerre de leadership entre Al-Barnaoui et lui, simplement au niveau du clan de Boko Haram. Il devrait quand même essayer de circoncire cette guerre de leadership à ce niveau simplement, mais s'il l'oriente vers les États-Unis sur la personne de Donald Trump, je pense qu'il va subir
rien d'autre que il ne va subir rien d'autre que le sort de Ben Laden, vivement, vraiment, pour que le terrorisme cesse. Et s'il arrive à en partir... Dans l'éventualité que Donald Trump décide de frapper Boko Haram et décide d'atteindre ou arrive à atteindre Abubakar Shekau, quelles sont les chances aujourd'hui de voir les violences baisser lorsqu'on sait qu'il y a Abou Mossad al-Barnawi qui est soutenu par l'État islamique? Oui, mais la lutte contre le terrorisme ne va pas s'attacher justement à la personne de Abubakar Shekau. C'est le groupe Boko Haram qui justement, parce que c'est Boko Haram. C'est pas pour dire qu'on ne va pas faire la guerre contre Barnawi. Mais le caractère dissident du groupe aujourd'hui qui est derrière Abubakar Shekau, est-ce que ça ne rend pas Abubakar Shekau faible aujourd'hui? Abubakar Shekau qui n'a plus le soutien de l'État islamique. Est-ce que le fait d'être un peu isolé, d'être un peu détaché de la grande organisation, est-ce que ça ne pourrait pas rendre la tâche plus facile à Donald Trump qui pourra décider de commencer par lui? Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est normal puisque quand eux seront en train de faire leur guerre de leadership entre Barnawi et Shekau, ils vont laisser libre cours à Donald Trump de frapper où il voudra et au moment voulu, parce que, écoutez, les autres, ils vont utiliser des stratégies militaires avec tous les moyens qu'on leur connaît, tous les moyens possibles qu'on leur connaît pour pouvoir atteindre l'un ou l'autre des deux camps. Parce que la finalité, en réalité, c'est d'enrayer tout ce qu'il y a comme le groupe Boko Haram. Donc, aujourd'hui, Abubakar Shekau n'a qu'à se tenir tranquille, qu'il veuille dépiller Donald Trump, c'est son plaisir à lui, mais la finalité, pour nous autres, pour nous autres qui sommes contre le terrorisme, je crois que c'est peut-être un début, un début de la fin, un début de la fin d'Abubakar Shekau et du groupe Boko Haram. Vivement que le terrorisme certainement un début de la fin, et c'est ce que nous espérons tous pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde, pourquoi pas. Voilà, messieurs Stanislas Langonfin et Ouma Adéondou, ce sera tout pour cette émission. Peut-être un plaisir, comme toujours, de partager ce plateau en votre compagnie. On prend rendez-vous demain, c'est à partir de 9h GMT. Chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 9h GMT. Soyez des nôtres et très bonne journée à vous.